La fertilité des hommes a été divisée par 2 en 40 ans. C'est-à-dire que nos hommes autour de nous sont 2 fois moins fertiles que leurs pères. C'est quand même énorme. Imagine dans quelques générations si ça continue comme ça. Entre janvier et juin 2024, à peine 320 000 bébés ont vu le jour en France, soit 2,4% de moins qu'en 2023. Alors que cette baisse se poursuit depuis plusieurs années, de quel levier dispose-t-on pour contrer ce phénomène ? Un mot qu'on entend beaucoup, le grand fléau du siècle, l'infertilité, parce que tu as eu ce rapport qui a été rendu il y a un peu plus d'1 an au ministère de la Santé, qui annonce le chiffre d'un couple sur 4 qui rencontrent des difficultés à avoir un enfant. Même d'un point de vue politique, on commence à se rendre compte que les Français ont moins d'enfants, mais c'est pas toujours un choix. Ça, c'est le nombre de jours pendant 1 an en moyenne où une femme est fertile, c'est-à-dire peut tomber enceinte. C'est l'équivalent de 6 jours par cycle si on part sur 12 cycles sur une année, soit 72 jours sur 365, sachant que ce sont évidemment des moyennes. Et ça, c'est le nombre de jours pendant 1 an où un homme est fertile. Pas besoin de moyenne là, c'est pareil pour tout le monde, 365 sur 365. Il y a plein de raisons pour lesquelles le délai de conception il s'allonge. Il y a plein de raisons environnementales. Il y a de plus en plus d'études sur la fertilité des hommes, notamment qui décroît à cause des perturbateurs endocriniens, de la pollution, etc. Donc c'est vraiment multifactoriel. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui connaissent pas forcément bien l'aspect physiologique justement et qui savent pas viser juste, voire qui s'épuisent un petit peu. Et le discours qu'on entend parfois, c'est que quand on veut un bébé, il faut faire l'amour tous les 2 jours. Et puis quand ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux plus te voir en peinture. On n'est pas des robots. Le fait de savoir viser juste, de savoir repérer le bon moment, ça permet de pas le louper. Et après, la médecine, évidemment, est là et parfois indispensable, parfois précieuse, parfois complémentaire. C'est pas blanc ou noir. C'est pas soit j'arrive à avoir un bébé tout de suite, soit je dois aller en PMA. En fait, il y a tout un champ de gris entre les deux où on peut faire des choses. Qu'est-ce qui vous frappe le plus au quotidien quand vous discutez avec ces femmes ? Tu veux, tu as un spectre hyper large qui va du couple qui en fait est même pas conscient qu'il y a une femme n'est pas fertile tous les jours, mais dans la vraie vie, les femmes ovulent pas toutes au 14e jour. Et moi, ce que j'explique beaucoup aux femmes, c'est qu'en fait, leur corps, il leur parle, mais on l'écoute pas. En fait, les règles, c'est la fin, la conséquence du cycle, mais c'est pas du tout ça l'élément phare du cycle. L'élément phare, c'est l'ovulation, qui est à peu près au milieu. Le corps se prépare pendant toute la première partie à faire maturer et libérer un ovule. C'est vraiment ça son job. Et une fois qu'on a ovulé, toute la deuxième partie du cycle, en fait, le corps se prépare à maintenir une grossesse si jamais il y en a une. Et c'est uniquement si il réalise que non, il n'y a pas de grossesse, qu'il évacue ce petit nid qu'il a construit, et c'est ça les règles. Et ce cycle-là, il est guidé du coup par des hormones, les œstrogènes qui montent avant l'ovulation, qui sont des hormones qui, au-delà de permettre de faire maturer un ovule, ont plein de bienfaits sur le corps, sur l'humeur des femmes, sur n'importe quoi, mais leurs cheveux, leur peau. Ils ont aussi un autre rôle, c'est qu'ils favorisent la sécrétion de la glaire cervicale, donc ces fameuses pertes blanches. Et en fait, dans les 4, 5, 6 jours qui précèdent l'ovulation, on commence à avoir plus de pertes qui deviennent de plus en plus lubrifiées, etc. On compare ça souvent au blanc d'œuf cru et qui en fait sont ni sales, ni honteuses, ni aléatoires. C'est des sécrétions du col de l'utérus. C'est une arme puissante en fait, ça permet aux femmes de savoir quand est-ce qu'elles sont fertiles. C'est un sujet moi dont je parle beaucoup, avec zéro tabou, donc j'appelle un chat, c'est-à-dire que parfois, moi je sais que pendant des années, je me dis tiens, 2 fois j'en ai, 2 fois j'en ai pas, je sais pas pourquoi. Et toutes les femmes avec qui j'en parle me disent mais évidemment, je sais pas comment je passais à côté de cette chose pendant toutes ces années. Et après l'ovulation, les œstrogènes chutent et la progestérone monte, et ça entraîne un assèchement de la glaire. Je prends souvent la comparaison de maçons. Les œstrogènes, ce sont les hormones qui vont empiler des moellons. Donc elles vont construire un mur en empilant des moellons. La progestérone, elle arrive après et elle joue le rôle du mec qui vient mettre le ciment. Elle va consolider le mur. Et sur l'endomètre, pour qu'il devienne vraiment un aimant à embryon, qu'un embryon puisse venir s'implanter dedans. Alors moi j'ai jamais de discours moralisateur ni rien, parce que qui je serais pour le faire. Au contraire, nous on travaille vraiment beaucoup main dans la main avec plein de médecins. Enfin, ce que beaucoup de médecins nous disent, c'est qu'en fait ils trouvent ça chouette qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a encore une fois plein de sujets sur lesquels la solution elle n'est pas forcément médicale. Cet été, une étude en Finlande a montré que le nombre d'avortements avait chuté de 66% en 20 ans, notamment grâce aux cours d'éducation sexuelle. En France, la semaine dernière, le CESE s'est alarmé du fait que les jeunes n'utilisent plus le préservatif masculin et pointe du doigt le non-respect d'une loi qui oblige les collèges et lycées à dispenser des cours d'éducation sexuelle. Vous qui intervenez auprès des jeunes, vous semble-t-il effectivement assez informé? Cette expérience en Finlande a montré que ça fonctionnait, puisqu'ils ont établi une corrélation entre les deux, ce qui est une super belle nouvelle. Je pense qu'on aurait tous à gagner à pas forcément aller trop loin dans l'éducation, mais en tout cas à parler beaucoup plus du corps. Moi, j'ai fait des interventions en collège et en lycée, et en fait, c'était un peu dur pour moi parce que je ramais pour accrocher l'attention des jeunes filles, mais en fait, on ne le retient pas parce que c'est un moment de notre vie où on n'est pas du tout consciente de l'enjeu de tout ça. Et puis où en fait on est dans une approche très scolaire. Je pense qu'on a perdu la transmission de femme à femme en fait, où les femmes se connaissant moins
du coup, n'ont pas les compétences pour transmettre. Moi, ma mère, elle est géniale, mais elle n'arrête pas de me dire que je lui apprends des choses aujourd'hui. De nombreuses femmes affirment devoir choisir entre avoir des enfants et privilégier sa carrière. Est-il possible à notre époque de concilier maternité et carrière professionnelle ? La fertilité des femmes, surtout, elle décroît avec l'âge. Et en même temps, quand tu as privilégié d'autres choses, que c'était pas le bon moment, que tu n'avais pas la bonne personne, c'est hyper dur de faire ce constat-là. La première chose à faire, c'est de faire comprendre aux femmes que ce ne sera pas un frein dans leur carrière. Je pense à une notamment que j'aime beaucoup, qui me dit qui a un poste incroyable, et qui me dit si je pouvais reparler à la moi d'il y a quelques années, je dirais mais le prends pas en fait, tu t'en fous. Après moi je veux pas faire peur aux femmes parce que évidemment on peut avoir des enfants encore, il y a plein d'exemples bien avancés dans la quarantaine. Mais oui, moi j'ai des femmes pour qui c'est un sujet d'avoir trop attendu pour des considérations professionnelles. C'est tout un équilibre à trouver qui est pas forcément facile et selon les contextes pas toujours facilité.